So, what I've said so far doesn't guarantee anything about the existence of a limit where Newton's constant is actually infinity. But nevertheless, that limit may exist. If that limit exists, the limiting theory is a theory in 11 dimensions. It'll be a supersymmetric relativistic theory in 11 dimensions, with 11-dimensional supergravity as its low energy limit, and depending on no dimensionless parameters. Does it exist? I haven't the faintest idea. All I'm saying is that while in the past I would have bet against it, I shall place no such bet today. Bonjour à tous, aujourd'hui dans ScienceClick, la théorie M. On sait aujourd'hui décrire notre univers avec deux grandes théories. La relativité générale, qui modélise la gravité à grande échelle par un espace-temps courbé, et le modèle standard des particules, qui unifie toutes les autres interactions par des champs quantiques, dont les vibrations peuvent être interprétées comme des particules. Par essence, ces deux modèles sont assez similaires. Tous deux exploitent le concept de champ, le champ de courbure de l'espace-temps pour la relativité générale, et les champs quantiques des particules pour le modèle standard. Mais tandis que la relativité est une théorie classique qui prédit une évolution précise au cours du temps, le modèle standard est quantique. Il décrit le monde à travers des superpositions et des probabilités. Ces deux théories décrivent donc deux univers complètement différents. À grande échelle, la relativité générale est une excellente description de notre univers. Mais lorsqu'on zoome dans la matière, il faut prendre en compte les phénomènes de la physique quantique. Jusqu'ici, ce n'est pas un problème. On peut décrire les perturbations dans la courbure de l'espace-temps comme un champ quantique, dont les fluctuations peuvent être vues comme des particules, les gravitons. On détermine ainsi le comportement quantique de la gravité. Mais si l'on zoome à des échelles ridiculement petites, en dessous d'un quintillionième de micromètre, sous l'échelle de Planck, les calculs n'aboutissent plus. À cette échelle fondamentale, la gravité ne semble plus compatible avec le monde quantique. Comment les réconcilier ? Comment comprendre ce qui se passe là où la gravité agit à l'échelle fondamentale, comme au centre des trous noirs ou lors des premiers instants du Big Bang ? Dans cette vidéo, nous allons nous immerger dans le monde abstrait de la physique théorique à la recherche d'un candidat prometteur pour résoudre ce problème, la théorie M. Attention, ce sujet est particulièrement abstrait et il est préférable d'avoir visionné auparavant la vidéo sur la théorie des cordes. Nous sommes dans les années 1970 et les chercheurs s'intéressent à une théorie prometteuse, la supergravité. Notre espace-temps possède 4 symétries. Les lois de la physique restent les mêmes après translation, rotation, écoulement du temps et changement de référentiel. Ces 4 symétries sont mathématiquement incluses dans la relativité générale. Mais il pourrait exister une autre symétrie, encore hypothétique, qu'on appelle la supersymétrie. Si on inclut également cette symétrie, on obtient la supergravité. Par essence, la supergravité est très similaire à la relativité. L'espace-temps peut s'y courber, engendrer des structures intéressantes et même produire des singularités sans dimension, formant des trous noirs. Mais les physiciens s'amusent à l'explorer dans des univers hypothétiques avec davantage de dimensions. Et la théorie prédit alors des généralisations de trous noirs à 1, 2 ou plus de dimensions, formant des objets étendus, des membranes, ou branes pour faire plus court. Elles peuvent posséder une masse, une charge, et même être supersymétriques. Le modèle est intéressant, mais encore une fois, lorsqu'on zoome sous l'échelle de Planck, la théorie ne fonctionne plus. Comme pour la relativité, la supergravité n'aboutit pas à l'échelle fondamentale. Quelques années plus tard, toutefois, dans les années 1980, les physiciens découvrent un nouveau modèle révolutionnaire. Ils supposent que toutes les particules sont constituées d'un petit brin d'énergie en vibration, une corde. Exploitant lui aussi le concept de supersymétrie, on le baptise théorie des supercordes.
Lorsqu'elles se rencontrent, les cordes peuvent interagir les unes avec les autres, se combiner ou se diviser. Et comme des cordes de guitare, elles peuvent vibrer de différentes façons, se comportant à notre échelle comme différentes particules. On découvre alors avec stupeur que l'un de ces modes de vibration se comporte exactement comme le graviton. Cette théorie permet pour la première fois de décrire la gravité quantique de façon fondamentale. Le modèle est prometteur, mais il fixe des restrictions sur l'univers. La théorie impose par exemple que l'espace-temps possède non pas 4, mais 10 dimensions, avec 6 dimensions spatiales supplémentaires que l'on n'aurait encore jamais détectées. La théorie fixe également les types de cordes que l'on peut étudier. Si l'on décide d'étudier des cordes ouvertes, par exemple, des filaments, celles-ci peuvent se refermer sur elles-mêmes et il faut donc aussi étudier des cordes fermées, des boucles. En prenant en compte ces restrictions, les chercheurs découvrent que la théorie des supercordes n'autorise que 5 possibilités d'univers. Le type 1, qui contient des cordes ouvertes et fermées, les types 2A et 2B, qui contiennent des cordes fermées, et 2 types hétérotiques, SO32 et E8-E8, qui contiennent des cordes fermées avec des vibrations différentes se déplaçant en sens opposé. Ces 5 modèles sont les seules déclinaisons possibles pour espérer décrire notre univers avec des supercordes. Mais alors, dans laquelle de ces 5 versions vivons-nous ? Laquelle décrit réellement notre monde ? Laissons cette question de côté et reprenons la supergravité. À ce stade, on pourrait penser que la théorie des supercordes et la supergravité sont 2 descriptions complètement distinctes. Mais il existe en fait un lien intime entre ces 2 théories. À grande échelle, toutes 2 décrivent un univers supersymétrique avec de la gravité. Et pour cause, la supergravité, si on l'applique à un univers à 10 dimensions, s'avère être une approximation de la théorie des supercordes. En particulier, ceci implique que les brânes de la supergravité existent également dans le monde des cordes. Les cordes sont justement l'un des types de brânes possibles, à une dimension. Mais il existe aussi des débrânes sur lesquels peuvent se fixer des cordes ouvertes, ou encore des brânes NS5 à 5 dimensions. Le modèle de la supergravité est donc encore utile, et les chercheurs lui découvrent une autre propriété inattendue. La supergravité a une limite. Elle accepte un nombre maximal de 11 dimensions, une de plus que dans la théorie des supercordes. Dans ce modèle de supergravité à 11 dimensions, toutes les constantes de l'univers seraient alors fixées par les mathématiques. Contrairement aux 5 déclinaisons de la théorie des supercordes, la supergravité nous propose une nouvelle théorie unique pour décrire le monde avec 11 dimensions, du moins en approximation. Pour résumer, au début des années 1990, les théoriciens disposent d'un panel de 6 modèles mathématiques intéressants. Les 5 versions de la théorie des supercordes à 10 dimensions et la supergravité à 11 dimensions. Mais plusieurs chercheurs, et en particulier Edward Witten, vont peu à peu découvrir un réseau de connexions subtiles, des dualités, qui relient toutes ces théories les unes aux autres. Les physiciens commencent par se pencher sur la supergravité à 11 dimensions. Ce modèle contient, entre autres, des brânes à 2 dimensions, des surfaces. Mais imaginons que l'on transforme l'une des 11 dimensions en un cercle et qu'on la réduise jusqu'à ne plus la voir. Après cette compactification, il ne reste plus que 10 dimensions, et les brânes ont perdu une dimension, devenant des cordes. De façon surprenante, le modèle qu'on obtient se comporte comme la théorie des supercordes, ou plus précisément, comme sa version 2A. Avant la découverte de cette dualité, les chercheurs ne pouvaient étudier la théorie 2A qu'avec des cordes interagissant faiblement les unes avec les autres. En effet, l'approche utilisée pour calculer leur comportement, dite perturbative, consiste à prendre une première estimation et à lui ajouter des petites corrections pour prendre en compte les interactions de plus en plus précisément.
Mais si les cordes interagissent fortement, ces corrections sont trop grandes. Elles ne permettent pas d'affiner le résultat, et même avec un nombre infini d'entre elles, on ne pourrait pas décrire certains phénomènes. Toutefois, la découverte de ce lien entre les deux théories va justement permettre de sonder le comportement de ces cordes à fortes interactions. Pour ce faire, il suffit de reformer la 11e dimension que l'on avait compactifiée en un cercle. En ajoutant cette dimension, on parvient à décrire l'univers de la théorie 2A, mais cette fois-ci pour des cordes interagissant fortement. Pour décrire ce régime, il faut donc une 11e dimension. De façon similaire, on peut compactifier la 11e dimension en un segment plutôt qu'un cercle. On obtient cette fois une description de la théorie hétérotique E8 croix E8. Et là encore, le lien entre les deux modèles permet aux physiciens de sonder le comportement de cordes à fortes interactions pour lesquelles les calculs étaient auparavant impossibles. Peu à peu, les chercheurs découvrent davantage de dualité. En prenant les théories 2A et 2B par exemple, et en les compactifiant chacune sur un cercle, l'un grand, l'autre petit, on obtient deux modèles différents mais qui s'avèrent équivalents. Ils décrivent un même univers de deux façons différentes. Chaque grandeur dans l'un est reliée à une grandeur dans l'autre. Par exemple, la vitesse d'une corde se déplaçant dans la dimension compacte correspond au nombre de fois où elle s'enroule autour de cette dimension dans l'autre description. On parle de dualité T. Elle relie aussi les deux théories hétérotiques entre elles. On découvre également la dualité S, selon laquelle certains modèles sont équivalents lorsque les interactions sont faibles dans l'un et fortes dans l'autre. Nous avons déjà vu deux exemples de cette dualité, avec la supergravité à 11 dimensions qui permet de sonder des phénomènes de fortes interactions au sein de deux des théories des supercordes. Mais cette dualité s'applique également au type 1 et SO32, ou plus intéressant encore, à la théorie 2B avec elle-même. Lorsqu'on inverse l'intensité des interactions, les types de Brane contenus dans la théorie se convertissent les uns en les autres de façon cohérente, de sorte que l'on retrouve le même modèle qu'au départ. En seulement quelques années, les chercheurs découvrent de nombreuses dualités qui relient toutes ces théories les unes avec les autres. Il s'agit de la seconde révolution des supercordes. Grâce à ces dualités, des calculs fastidieux dans un modèle peuvent devenir plus simples dans un autre modèle. Cette découverte permet d'étudier des phénomènes jusqu'alors inaccessibles, et l'on réalise par exemple que l'entropie des trous noirs, la quantité d'informations qu'ils contiennent, peut se calculer en comptant les cordes qui leur sont attachées. Les résultats sont en parfait accord avec les formules du rayonnement de Hawking. Cet élan de recherche mènera également à la découverte d'une autre dualité fascinante, la correspondance ADS-CFT, selon laquelle certains univers peuvent être décrits comme des hologrammes de leur surface. En 1995, Wheaton propose qu'il pourrait exister une théorie unique et fondamentale dont les 5 versions des supercordes et la supergravité à 11 dimensions ne seraient que des approximations. Un peu comme des cartographies d'un paysage encore méconnu, ces 6 théories seraient des descriptions partielles, valables dans telle ou telle condition, et les dualités qui les relient indiqueraient qu'elles se recouvrent par endroits pour décrire de mêmes zones. Wheaton baptise ce modèle la théorie M. Un nom mystérieux pour une théorie tout autant mystérieuse. Membrane ou encore matrice, il laisse la liberté aux futurs chercheurs qui la comprendront mieux d'en choisir la signification. À grande échelle et pour de faibles interactions, la théorie M décrirait un monde supersymétrique à 11 dimensions contenant des branes. Mais à l'échelle fondamentale, bien que tout semble indiquer qu'elle existe, son formalisme reste un mystère. Elle pourrait s'avérer être une description complètement inédite de l'univers. Il existe déjà des tentatives pour la formaliser, comme le modèle matriciel BFSS, selon lequel l'espace-temps et les cordes émergeraient d'une description purement abstraite. Mais les recherches dans ce domaine s'avèrent très complexes. À l'heure actuelle, comme pour toutes les théories qui tentent d'unifier la gravité et le monde quantique,
la théorie M n'est soutenue par aucune preuve expérimentale. Comme d'autres théories, elle accepte une large variété de configurations initiales avec des contenus et des géométries d'espace-temps différentes, et nous ne savons pas encore laquelle correspond à notre univers. De même que nous ne pouvons pas sonder la géométrie de l'espace-temps à très grande échelle, nous ne pouvons pas non plus la sonder à l'échelle fondamentale, pour le moment. La théorie M reste toutefois la principale candidate dans la recherche d'une théorie du tout, unifiant la gravité et les particules du modèle standard. Pour de nombreux chercheurs, il s'agit d'une théorie élégante et prometteuse qui prédit par exemple l'existence de la gravité sans qu'on ait à l'ajouter au modèle. Ces dernières décennies, ces recherches ont eu de nombreuses retombées en physique et en mathématiques. En parallèle, de nombreuses autres théories furent développées, comme la gravité quantique à boucle, la triangulation dynamique causale ou encore la sécurité asymptotique, tentant elles aussi d'unifier la gravité et le monde quantique. Lequel de ces modèles nous permettra de comprendre un jour les fondements de notre univers? Qui sait? Peut-être qu'eux aussi se complémenteront vers une théorie encore plus générale.